Bienvenue à l'émission chronique sur les publications scientifiques. Généralement, ici au Burundi, les publications scientifiques sont méconnues du grand public et les raisons sont multiples. Tout d'abord, tout le monde n'a pas accès à ces documents écrits ou bien certains n'ont pas cette habitude de lecture ou d'autres ne sont même pas au courant de l'existence de ces publications scientifiques. L'émission chronique sur les publications scientifiques est là pour mettre à la portée de tous l'existence et le contenu de ces recherches scientifiques. Le sujet du jour, cohabitation conflictuelle du parc national Ruvubu avec la population environnante, une recherche faite par l'enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, professeur Jacques Nkengurutse, qui d'ailleurs sera notre interlocuteur principal de l'émission. Professeur Jacques Nkengurutse, pourriez-vous nous faire la description du parc national Ruvubu, donc sa situation géographique et sa richesse naturelle? Le parc national de la Ruvubu est d'abord l'une des grandes aires protégées du Burundi. C'est le plus grand parc du pays, c'est la plus grande zone protégée du pays avec 50 000 hectares. Et puis, il se situe au nord-est du pays. Il s'étend sur 4 provinces. Vous avez la province Changuzo à l'est, la province Muyinga au nord, et au sud-est, vous avez la province de Ruyigi. Au centre-ouest, vous avez la province de Karuzi. Concernant alors sa richesse, d'abord, il est reconnu pour être le sanctuaire des grands herbivores et des grands mammifères du Burundi. Et sinon, sa richesse, de façon générale, vous aurez, disons, 2-3 grandes composantes. Vous avez d'abord les végétaux. C'est une zone de savane. D'abord, les grandes superficies sont faites de savanes et vous aurez en bas des savanes, vous avez des galeries forestières. Ce sont des forêts de petite largeur qui se situent tout le long des rivières et des fleuves comme la Ruvubu. Et vous aurez des galeries forestières qui sont plutôt les marais, qui sont faits surtout de papyrus, qui vont tout au long des rivières. Et alors, on peut parler aussi des espèces surtout des savanes. Vous aurez des espèces comme les parinaries, d'ailleurs dont les fruits sont comestibles. Vous avez Anisophilia bohemii, qui sont d'ailleurs aussi comestibles au niveau de leurs fruits. Et d'ailleurs, leurs fruits en décembre, ils sont matures, ils sont mûrs. On peut les manger, on peut aussi les vendre sur les marchés. Vous avez des champignons, vous avez d'autres grands arbres comme Pericopsis angolensis, vous avez d'autres comme Vitex, du champ Vitex. Vous aurez vraiment une grande gamme d'espèces ligneuses, mais vous avez aussi des herbacées. Des herbacées, c'est-à-dire les herbes, des grandes herbes comme les Iparenia qui sont en Kirundi dit Mukenge. Vous avez aussi Uruyange, Rudessia, vous aurez différentes espèces d'herbacées, c'est-à-dire vous avez une couche d'herbes avec alors des grands arbres qui sont éparpillés dans le parc, dans la savane. Et d'ailleurs, vers le mois de juin, il y a vraiment, on dirait vraiment que nous sommes autour d'un lac. Les vagues, quand le vent passe dans ce tapis herbacé, dans ces herbes, on voit vraiment des vagues qui donnent un spectacle qui est beau à en avoir, surtout pour les spectateurs, pour dire les touristes ou les visiteurs. Alors là, c'est la végétation, vous avez les animaux. Alors c'est là que je viens de vous dire que c'est le sanctuaire des grands mammifères du Burundi. Vous aurez les buffles, vous aurez les babouins, vous aurez les guibarnachés, vous aurez les différentes espèces d'antilopes, les différentes espèces d'oiseaux, de primates, comme les singes, Finalement, c'est surtout les herbivores qui sont plus nombreux, mais vous avez d'autres comme même les hyènes, vous avez différentes espèces vraiment les gens qui passent à travers le parc,
souvent ils s'arrêtent pour admirer les babouins qui sont en train de manger des fruits qu'ils ont récoltés dans la forêt et qu'ils viennent manger sur le long de la route et les gens s'arrêtent pour vraiment contempler cette beauté du parc national de la Ruvubu. Mais vous avez aussi les rivières et donc vous avez des poissons ainsi que alors les différentes espèces d'oiseaux dont une bonne gamme et ce sont des espèces qui sont migratrices, c'est-à-dire qui viennent de l'Europe pour quand l'hiver commence, qui séjournent au Burundi et qui continuent vers l'Afrique du Sud et qui reviendront quand en Afrique du Sud, dans l'hémisphère sud, l'hiver aura commencé. Et donc, c'est vraiment un sanctuaire de biodiversité et de richesse finalement pour le pays. J'avais oublié l'espèce emblématique parce que la Ruvubu, ça vient de Imvubu, ça vient de hippopotame. En fait, d'ailleurs, le pays a donc le parc tire son nom de cette espèce d'Imvubu qui existe, même les crocodiles à l'intérieur de la rivière et autour de la rivière Ruvubu, vous avez les deux espèces, vous avez les crocodiles, mais aussi vous avez les hippopotames. Professeur Jacques Ngingurutse, quelle est l'importance du parc national de Ruvubu en général pour le pays et pour la population riveraine en particulier? C'est avant tout une aire protégée où le pays a préservé une part de sa biodiversité qui représente ce que j'ai déjà dit, que ce soit au niveau des animaux ou au niveau des plantes, mais aussi au niveau de la régulation climatique, c'est-à-dire l'air. Vous avez la séquestration du carbone, vous avez aussi la régulation hydrique, l'eau qui passe dans le parc sera freinée et le régime de l'eau sera régulé grâce à la présence de cet écosystème. Alors là, c'est au niveau de la régulation, au niveau des services que peut rendre le parc sans que quelqu'un n'aille prendre quelque chose. Mais vous avez aussi, je vous ai parlé des fruits qu'on peut manger, qu'on peut vendre. Vous avez du bois de chauffe, mais là, on pourrait alors aller voir est-ce que c'est permis ou c'est pas permis. Mais avant tout, c'est en stock, c'est en grenier. Et donc, vous avez différents services écosystémiques, dont les plantes médicinales. Vous avez les plantes qui sont mangées comme les tubercules qu'on peut appeler, par exemple, inanga. Vous avez les champignons, vous avez le poisson. Est-ce que je dois dire du gibier, la viande? Mais alors là, c'est vraiment son importance, mais il y a ce qui est interdit de prendre, de prélever, parce qu'on doit conserver la biodiversité de là-bas. Ces animaux qui sont là, l'essentiel de ces espèces peuvent être mangés, quoique finalement on peut entrer dans le vif de l'étude pour dire, en fait, il y a ce qui est permis de prendre, prélèvement, et ce qui n'est pas permis. Votre sujet de recherche porte sur la cohabitation conflictuelle du parc national de Ruvubu et la population environnante. Quelle a été votre motivation? Pour mieux conserver une aire protégée, pour mieux conserver un parc national, il faut que la population qui vit aux alentours, qui sont riverains de ce parc, trouve un intérêt dans l'existence de ce parc. Si cet intérêt n'est pas là, en fait, finalement, ça ne va pas être mieux conservé parce qu'on ne conserve mieux que ce qu'on trouve de bien, ce qu'on trouve de trésors. Ce sont les trésors qu'on conserve avec jalousie, mais quelque chose qui n'est pas trésor, la Bible dit qu'on les foule aux pieds. Donc, finalement, il faudrait que, pour que le parc national de la Ruvubu soit mieux protégé, en fait, notre motivation, c'est qu'on devrait comprendre si la population trouve intérêt de l'existence de ce parc, mais quand même on avait une hypothèse que la coexistence,
la cohabitation entre le parc national de la Louvoubou et sa population, elle était conflictuelle. C'est pour cela qu'on est allé faire l'étude et voir finalement quelle est la situation réelle. Quels sont les éléments promoteurs de cette cohabitation conflictuelle? 88% nous ont dit oui, le parc national de la Louvoubou est important pour nous. C'est-à-dire une évaluation globale. Et 12% nous ont dit que le parc national de la Louvoubou n'a aucunement de valeur, n'a aucunement d'importance. Et alors on a voulu vraiment savoir pourquoi. Donc pour ces gens qui disent non, le parc n'a aucune importance pour nous. Et la réponse a été en deux éléments principaux. D'abord, c'est un grenier qui contient beaucoup de trésors, mais nous empêche de nous servir sur ce trésor. Le deuxième, le parc héberge des animaux qui causent des dégâts à nos cultures. C'était ça les plus grandes motivations de ceux qui disent que le parc n'est pas important. Mais je t'ai dit que même les 88% qui disent que le parc est important, en fait, on a voulu savoir si ils trouvent que le parc ne leur cause pas de problème ou qu'ils étaient vraiment fiers de ce parc. Mais alors, on a trouvé que non. Pourquoi? En fait, tout le monde, 100%, toutes les personnes à qui nous avons eu à discuter, nous ont dit le parc, les animaux du parc détruisent nos champs. Et c'est sur ça que porte avant tout le problème. Le deuxième, on n'a pas le droit d'entrer dans le parc pour faire des prélèvements, n'importe quel prélèvement. Mais pourquoi alors ils nous ont dit que le parc était intéressant, était important, c'est les 98, les 98. C'est qu'en fait, ils disent, le parc, l'exemple du parc fait qu'on a des pluies plus que les autres régions autour, loin du parc, que ça nous procure du bon air, que en fait, ils ont avoué qu'ils y vont pour prélever du charbon de bois. Ils ont dit oui, on peut y trouver du gibier, la viande plutôt de buffle, la viande de porc-épic, la viande des pintades, la viande des différents animaux qui sont dans le parc, et le poisson. Ils disent aussi les plantes médicinales, on peut les trouver là-bas, on peut les prélever. Et donc, c'est important. Mais l'autre côté négatif, l'autre revers de la médaille, en plus des dégâts causés par les animaux du parc à leur champ, c'est qu'on leur interdit finalement d'aller prendre ce qu'ils nous ont dit. La gestion du parc interdit à la population riveraine d'y entrer pour prélever quoi que ce soit. Un autre élément, le plus important, c'est qu'ils te disent, nous, on nous interdit d'y aller, prélever quelque chose. Nous, on nous dit que quand un animal a détruit notre champ, en fait, on n'aura pas de contrepartie. Quand les animaux sortent de la forêt, sortent du parc, quand ils détruisent leur champ, en fait, les gens n'ont pas droit d'être restitués ou d'être indemnisés. Un autre élément de frustration, c'est que, alors que eux, il y a les animaux qui sortent pour détruire leur champ, eux, quand un de leurs animaux domestiques pose pied dans le parc, il y a de l'amende. Ils paient de l'amende, on peut même les emprisonner. Mais eux, quand les animaux sauvages sont sortis pour détruire leur champ, ils n'ont rien à dire. Et ils disent, quand même, c'est de l'injustice. Et donc, ce sont vraiment les grands éléments qui font que la population riveraine du parc ne trouve pas intérêt dans l'existence du parc, ou plutôt, ce sont des éléments qui frustrent la population, qui entraînent finalement, qui sont les éléments moteurs qui font qu'il y ait une cohabitation conflictuelle entre le parc national de la Louvoubou et la population riveraine. On a travaillé dans deux communes différentes, la commune de Mwakiro et la commune de Kigamba. Alors, le premier animal, le plus cité, diffère des deux communes. En commune de Mwakiro, ce sont les babouins. En commune de Kigamba, ce sont les buffles.
Mais le deuxième à Kigamba, c'est le babouin. Mais à Mngakiro, ce n'est pas le babouin, c'est le porc-épic. Et donc, ça veut dire qu'à Mngakiro, il n'y a pas beaucoup de buffles. Les buffles ne se retrouvent qu'au niveau de Kigamba et c'est là qu'ils causent des problèmes. Mais le babouin se trouve partout. Je t'avais dit que le long du parc, tu vas les trouver en train de manger des fruits et ça donne un spectacle aux passants. Et donc, le babouin, il cause des problèmes aux deux communes, alors que le buffle cause des dégâts essentiellement dans la commune Kigamba. 80%, ils ont dit qu'ils doivent monter la garde. Surtout la nuit, parce que c'est là où les buffles sortent, c'est là où l'essentiel des animaux vont sortir pour brouter. Et donc, c'est là où la population est obligée de monter la garde. Alors, comment ils font? En fait, ils ont construit des petites maisonnettes sous forme d'étages pour qu'ils ne soient pas piétinés ou avoir des problèmes d'accident avec ces animaux. Et donc, ils ont construit autour de leur champ, en périphérie de leur champ, des petites maisonnettes où ils dorment pendant la nuit pour attendre si les animaux viennent pour les chasser de leur champ. Et donc, c'est le seul et durable moyen qu'ils utilisent. L'autre, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui nous ont dit la vérité, ils font le piégeage des animaux. C'est-à-dire, si l'animal va venir, il va être attrapé. Alors, il y a d'autres catégories, des gens qui ont dit, se sont résignés. Qu'est-ce que vous faites? On ne fait rien. Et alors, quand il advient que les animaux viennent, nos champs sont détruits, on n'a rien à faire. Donc, c'est la résignation. Quels sont les impacts générés par ces conflits? D'abord, il faut reconnaître que la population riveraine trouve que c'est de l'injustice. En fait, finalement, l'absence de la justice sociale dans la conservation du parc fait que la population ne trouve plus d'intérêt à l'existence du parc. Et donc, l'un des impacts importants, c'est que s'ils ne trouvent pas d'intérêt dans la conservation du parc, c'est-à-dire même quand le parc brûle, la population ne va pas vraiment courir pour éteindre le feu. Et même quand il y aura la police, l'administration qui va leur dire « allez-y, 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 sinon on va vous taxer d'amende », ils pourraient y aller et ne rien faire. Et donc ça veut dire que la conservation durable du parc doit absolument passer par le fait de la population de sentir, de comprendre, de percevoir que le parc est avant tout important pour eux, pour chaque personne, pour chaque famille et pour finalement toute la communauté. Finalement, si il y a le feu, si il y a des destructions, ils vont se lever comme un seul homme, comme on dit, pour finalement aller sauver le parc. Sinon, le parc ne sera que comme un îlot qui vit seul et qu'il y a une attaque, il y a un problème, ils vont le regarder et ne rien faire. Donc, il faudrait absolument que la population trouve intérêt dans le parc pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir le protéger, pour pouvoir le sauvegarder, pour pouvoir préserver ce trésor. Pour mettre fin à cette cohabitation conflictuelle, quelles sont vos propositions? Il faudrait qu'après l'étude, on montre les types de cultures qui sont les moins dévastées et proposer les cultures qui ne sont pas plus cibles, qui ne sont pas beaucoup ciblées par ces animaux. Ça, c'est un. Deux, en fait, puisque l'essentiel de la population de la zone environnante du parc est agriculteur, il faudrait qu'il y ait un appui pour la diversification des activités. Finalement, les activités primaires, l'agriculture, on pourrait alors promouvoir les activités secondaires qui ne sont pas l'agriculture. Finalement, si une fois le champ est détruit, le victime ne devient pas indigent, il pourrait encore se relever parce qu'il pourrait vivre du second métier qui est le métier en dehors de l'agriculture. Puisqu'on les empêche de faire le prélèvement dans le parc, on pourrait promouvoir la valorisation du parc
en dehors des prélèvements, on pourrait promouvoir l'apiculture. Le parc est fait de plusieurs espèces d'arbres qui font tous des fleurs et donc les abeilles pourraient faire l'affaire en faisant l'apiculture et donc le parc pourrait contribuer à relever le niveau de la population et le niveau de revenu de la population par la production du miel et alors la population serait contente du parc parce que finalement ils en tirent leur profit par la production de miel. Autre chose, ça serait la promotion du tourisme qui n'est plus vraiment, parce que le parc national de la Rouvouma n'a plus de touristes, parce qu'une fois qu'il y aurait beaucoup de touristes, la rentrée des revenus à partir du tourisme, on pourrait injecter une partie pour la conservation, pour le gardiennage du parc, mais aussi pour le développement de la population environnante. Par exemple, on pourrait leur donner des petits animaux, des animaux domestiques, du bétail, des chèvres et des moutons. Finalement, la population pourrait couvrir leurs besoins protéiques sans recourir au gibier, par exemple. Et donc, ce sont des activités qui devraient être entreprises, promues par le gouvernement et les autres parties prenantes en matière de conservation de la biodiversité, qui fait que la population trouve intérêt à conserver l'air protégé. Le dernier élément serait entretenir un dialogue constant. Au niveau de la gouvernance du parc, on leur a demandé est-ce qu'il y a des réunions, est-ce que vous êtes consultés, est-ce qu'il y a des rencontres où on vous parle des défis de la conservation, on vous parle de comment se comporter par rapport au parc. Ils disent oui, il y a des rencontres, mais le problème c'est que nos doléances ne sont jamais prises en compte, c'est notamment les dégâts qui sont causés par les animaux. Qu'est-ce qu'il faudrait proposer? Par exemple, l'amende qu'il faut payer, l'emprisonnement des gens qui ont été attrapés dans le parc, que ce soit en train de faire des prélèvements ou en train de pâturer leur bétail à l'intérieur. En fait, on devrait, ce qu'on dit en Kirundi, on ne devrait pas les punir avec une grande sévérité. On devrait comprendre que le compromis doit être là, finalement, c'est ça la proposition. Les destructions des animaux du parc chez la population et les fautes commises par la population dans le parc, il devrait y avoir un compromis et un dialogue constant pour que finalement on puisse atténuer la cohabitation, on puisse atténuer le conflit et la cohabitation conflictuelle finalement. Sinon, en fait, la conservation durable du parc n'est pas possible quand la population n'est pas contente de l'existence de ce parc. Normalement, quand un trésor existe, c'est celui qui est tout proche de ce trésor qui devrait s'en émerveiller. Mais eux, ils sont mécontents du parc, nous venant de loin, c'est-à-dire qui n'ont aucun problème de ces animaux, nous sommes fiers de ce parc. Donc, on devrait alors agir pour que, avant tout, ce soit la population riveraine du parc qui soit fière de l'existence du parc, plus que les gens qui viennent de Bujumbura, de Gitega, des autres provinces, mais plutôt les gens tout autour du parc. C'est eux qui devraient être fiers de ce parc. Merci, professeur Jacques Ngengurutse, pour vos éclaircissements sur votre sujet de recherche. C'est moi qui vous remercie.